dimanche, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Je suis une maçonne, alors voilà, il faut que j'expérimente. Il y a un gros matériau qui s'appelle peut-être l'histoire. Et puis voilà, j'essaie de mettre des blocs. Alors je prends le bloc des Antilles françaises, je le mets là. Et puis après, je me dis, il y a eu la traite négrière qui me marque encore, donc je le mets là. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'archipel, il y a aussi le monde américain. Donc je reprends un autre bloc du Nouveau Monde que je recolle par-dessus. Et puis soudain, je me souviens de mes origines orléanaises et finalement un peu parisienne. Orléans-Paris, 1 heure en train. J'ai fini mes études à Paris et je me dis, je suis aussi de là. Je suis aussi lectrice de Duras. Je suis aussi lectrice de toutes ces femmes qui ont fait aussi avancer la cause des femmes et qui ont dit l'intime. J'ai rêvé d'un bateau avec dedans des milliers de bouts d'hommes. Ils ressemblaient à des cuillères, ces hommes. Ils rampaient. On aurait dit qu'ils n'avaient plus de pieds. Plus tard, un petit livre disait que chaque esclave qui s'enfuira de l'habitation sera châtié. On lui sectionnera le jarret. J'ai vu des nègres pendus à des arbres, des cadavres étranges et dont les pieds ne touchaient plus le sol. J'ai vu des mains prendre mes pieds pour en faire des fers, des cannes à sucre, des claquettes. J'ai vu mes pieds, je les ai vus, mes pieds, emboîter le pas de ceux qui marchent la mer, le désert, les frontières. Longtemps, je n'ai pas su porter mes pieds. On va parler du deuxième roman, Humus. Pourquoi avoir choisi ce fait, ce bateau négrier nantais? Déjà, pour commencer, je ne souhaitais pas, avant de le commencer, ce livre, je ne souhaitais pas plonger dans la grande histoire. J'avais écrit d'eau douce, une histoire d'aujourd'hui, et j'étais déjà partie sur une autre idée de roman, un roman vraiment contemporain. Et puis, en faisant visiter à mes sœurs Gorée, au Sénégal, là, je suis tombée sur une exposition qui était très très sommaire, presque scolaire. Et il était dit, il se sera jeté de dessus la dunette, 14 femmes, toutes ensemble, dans un même mouvement. Point final, punto final, l'histoire ne se poursuivait pas. À partir de là, j'étais très intriguée par ce fait, parce qu'il était réel, parce que soudain, il me revenait en mémoire qu'effectivement, l'histoire de la traite, c'était pas uniquement des personnes qui étaient mises sous fer, mais aussi des personnes qui avaient tenté d'enlever ces fers, qu'il m'a semblé indispensable pour moi et pour le lecteur, finalement, de comprendre pourquoi ces femmes avaient fait cela. Alors je suis repartie à Nantes, après Saint-Louis du Sénégal où je vivais à l'époque. Je suis partie à Nantes, je suis allée aux archives de Nantes et j'ai donc pu accéder aux journaux de bord des capitaines négriers. Il y en a évidemment des centaines et des centaines, vu le nombre de voyages qui ont eu lieu à ce moment-là. Je suis tombée donc sur le journal de bord de Louis Mosnier, qui était capitaine négrier, qui est parti en 1774. Et ce Louis Mosnier racontait et finissait finalement l'histoire de ces 14 femmes. 14 femmes avaient sauté à l'eau, 6 d'entre elles avaient pu être repêchées et les autres avaient été en fait englouties par les flots ou mangées par les requins. Qui étaient-elles? Louis Mosnier évidemment ne le savait pas. Par contre, ce qu'elles sont devenues, celles qui ont survécu en fait, elles sont allées jusqu'à Saint-Domingue, Haïti d'aujourd'hui, à Saint-Marc. Elles ont débarqué pour se fondre dans le lot des captifs vendus à des maîtres dans les sociétés d'habitation. Et voilà, je n'en savais pas davantage. Alors, je me suis dit, voilà, puisque l'histoire s'arrête à un moment donné, puisque tu as tous les espaces, tu as Paimboeuf, tu as Badagry et tu as Saint-Marc, pourquoi ne pas tisser toi-même ton histoire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter d'avoir un regard libre sur cette grande histoire. Accepter, en tant que diaspora, en tant qu'héritière, de me dire, bon, je vais faire ma cuisine de tout cela. J'ai eu l'idée d'en faire des reines.
d'en faire des esclaves, puisqu'on sait très bien qu'une certaine forme de domesticité a existé en Afrique noire. Alors j'en ai fait voilà, des esclaves, j'en ai fait des princesses, j'en ai fait des lâches, j'en ai fait des amoureuses, j'en ai fait des garces, et ainsi de suite, pour tenter de vraiment faire comprendre que voilà, dans ce bateau négrier, dans l'obscurité des cales, il n'y avait pas simplement des héros. Il y avait aussi tout simplement des personnes humaines, bourrées de contradictions, avec des désirs, avec des envies, avec des choses qu'on n'ose même pas dire, même de soi à soi. Elle est où la force? Est-ce qu'elle est dans celui qui reste ou est-ce qu'elle est dans celui qui part? Moi, je dis qu'elle est dans les deux, en fait, la force. Elle est dans celui qui reste, parce qu'effectivement, il faut survivre à cette traite négrière qui a eu des séquelles économiques, psychiatriques, géographiques énormes en Afrique. Donc, il faut pouvoir survivre. Celui qui reste, il doit survivre à cette traite-là. Mais celui qui part, il doit aussi survivre à ça. Il doit survivre à la mémoire qui part, il doit survivre au pays qui s'éloigne, il doit survivre à l'acculturation. Il doit survivre dans une société d'habitation d'où, de toute façon, il ne pourra jamais s'échapper. Puisqu'aujourd'hui encore aux Antilles, on est dans une société d'habitation. Je suis née à Orléans, mais mes parents sont nés en Martinique. J'ai évidemment constaté qu'il y avait un silence terrible sur tout le féminin et le masculin aux Antilles. Ça nous vient évidemment de l'habitation. On sait très bien qu'à cette époque-là, les esclaves, les captifs, qui sont bossales, qui sont encore africains, sont parqués dans des cases à nègres sur la société d'habitation. Et il y a les hommes d'un côté et les femmes d'un autre côté. Il y a les femmes qui se font engrosser parfois par le maître blanc. Il y a des femmes en fait qui ne peuvent pas gérer le foyer. Parce que l'homme noir, il est vendu, l'homme noir, il s'enfuit, l'homme noir, il fait sa vie toujours ailleurs, l'homme noir est ailleurs. Elles, finalement, elles cherchent toute leur vie un potomitan. On le dit ça dans la littérature antillaise, je cherche un homme qui serait stable. Sauf que cette société d'habitation, elle est par définition instable. Ça veut dire qu'on a des femmes qui ont toujours couru après l'homme. On a des femmes, en fait, qui sont entre femmes. On a des femmes qui élèvent leurs fils comme des coqs et leurs filles, ces femmes, elles disent « serre les cuisses bien fort parce que celui qui passe, il va te blesser ». On est vraiment dans des sociétés où le féminin a été mutilé. Volontiers, je parle d'excision antillaise. On m'a dit « mais pourquoi, après tout, voilà, rien n'est cousu ?» Si, les ventres, pendant des siècles, ont été cousus. Bien sûr, c'est quelque chose qui est audacieux de parler d'excision antillaise, mais je crois quand même que c'est le terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque d'ailleurs je discutais avec des sexothérapeutes antillaises, il y a quelques femmes qu'on trouve qui font ce travail-là, et voire même des gynécologues antillaises, parce qu'elles se sont penchées sur la question. Et en fait, finalement, souvent, j'ai eu ce discours-là, la femme antillaise souffre de frigidité. Ce n'est pas du tout parce que voilà, son corps ne peut pas jouir, hein, mais c'est parce que dans la tête, il y a un tel verrouillage, il y a une société d'habitation dans la tête. Il y a un coutelas, il y a toujours un maître, il y a toujours des chiens, il y a toujours un homme qui va mourir dans la tête. Et ce qui fait que ça descend dans le corps, forcément, il y a frigidité. Il y a une incapacité à donner du plaisir parce que celui à qui l'on va donner du plaisir, c'est celui dont on doit se méfier. Parce que c'est celui qui va partir, c'est celui qui va peut-être nous mettre un enfant dans le ventre et qui va partir. C'est celui sur lequel on ne va pas pouvoir compter. Ce n'est absolument pas le potomitan, ce n'est pas absolument pas le bâton dans la vie, mais c'est un homme qui est courant d'air, c'est un homme qui est vent, c'est un homme qui est tremblement. Et on est héritière, je dis vraiment héritière, de ce système-là, de ce système où il n'y a pas eu de dialogue entre l'homme et la femme, il n'y a pas non plus eu de dialogue entre la femme, la mère et la fille, surtout la fille. Et puis l'homme, il lui a été transmis l'imago de l'homme nègre. L'imago de l'homme nègre, eh bien c'est « j'ai un phallus », c'est lui qui est important, il me dessine, il me détermine, je suis capable, je suis puissant. On a eu donc face à face une femme dans la douleur, dans la peur, dans la méfiance, et un homme précipité dans sa sexualité, dans sa virilité. Et ça veut dire pas de dialogue, rupture de dialogue, et au final, finalement, aporie.
lorsque le langage ne passe pas. Donc je suis héritière de ce système-là, ce qui fait que être femme noire antillaise, oui, c'est douloureux. Alors c'est pas douloureux aujourd'hui. Là, c'est lorsque je me mets dans la place de la femme qui ressent et de la femme qui fait œuvre d'écriture. Alors par contre, là, je dis oui, c'est douloureux. Parce que comment mettre en scène, comment finalement décider d'écrire une histoire avec une femme suffisamment libre pour aller jusqu'à la page 270, par exemple. Comment finalement maintenir en vie cette femme? Comment faire en sorte que, lorsqu'il y a des péripéties, lorsque vous lui trouvez des événements, des robes à mettre, des hommes à aimer, des maisons à habiter, comment faire en sorte que cette femme-là soit libre? Que ce personnage féminin qui serait central dans votre œuvre soit libre? Il n'y a pas de possibilité. En tout cas, pour moi, très rapidement, que ce soit dans D'eau douce ou dans Humus, je réalise en fait que ces femmes-là, mon Dieu, je les ai saignées. C'est-à-dire que j'acceptais de les voir, pas dans leur hanche reproductrice, dans leur foulard, dans leurs habits, dans leurs atours, dans leurs atouts, non, pas du tout. J'ai voulu vraiment les voir comme des femmes qui sont blessées, en fait. Et lorsqu'on regarde les blessures des femmes, alors elles sont énormes, ça n'arrête pas de couler. Je ne dis pas que c'est encore quelque chose qui est là, je dis juste que voilà, il y a eu cet événement vraiment tragique dans la violence faite aux femmes en temps de l'esclavage, et que ça, l'esclavage, voilà, il est derrière nous, mais il est de toute façon en nous. Parce que je crois qu'il faut encore qu'il y ait des générations qui meurent et qui vivent pour qu'on dépasse là. Mais c'est vraiment la question, et finalement j'étais très étonnée de comprendre que cette intuition que j'avais eue, à force de lire finalement des ouvrages aussi historiques, qu'en fait, sur le terrain, j'avais ce même discours de sexothérapeute qui disait « oui, le problème n'est pas réglé ».